D'aéroport de Paris, je me suis exprimé après avoir envoyé quelques semaines avant ces éléments de réflexion au Premier ministre et aux ministres concernés. Donc. Mais simplement considérant que le cahier des charges d'une éventuelle future privatisation devrait faire la part des choses entre le souci de l'État effectivement de profiter de la privatisation pour permettre de récolter des capitaux qui peuvent être investis ailleurs et une vision à moyen terme du secteur aérien français. Donc effectivement, Aéroport de Paris, ce qui nous pose un problème dans l'organisation actuelle, c'est le phénomène des deux caisses, où il y a effectivement une caisse qui sert à financer les activités aéroportuaires et financée par les compagnies aériennes et qui est régulée, et disons une deuxième caisse qui est alimentée par les bénéfices tirés des commerces, des parkings, etc. et pour lequel l'aéroport de Paris a une liberté d'utilisation et qui permet d'investir dans des opérations à l'international. Et donc, qu'on peut comprendre, mais pour nous, l'important, c'est d'assurer, le développement de la plateforme et donc de pouvoir avoir des redevances maîtrisées. Alors, pour ce qui concerne le rôle de l'autorité de régulation, j'ai vécu l'ARAFER dans mes précédentes fonctions pour le secteur du ferroviaire et des cars après l'ouverture. C'est une autorité qui fonctionne de façon que j'ai trouvé en tant qu'opérateur tout à fait efficace et responsable. Après, ça ne m'appartient pas de choisir quelle est l'autorité de régulation. C'est une décision de l'État. Pour ce qui concerne, M. Pointereau, vous avez parlé de la sécurité. Je crois que c'est un ensemble de facteurs qui sont liés au fait que les avions par eux-mêmes deviennent de plus en plus fiables et avec toute l'informatique embarquée à bord, que toutes les compagnies font des efforts considérables dans la formation de leur personnel navigant technique qui ont maintenant à leur disposition des outils pour éviter les zones d'orage lorsque c'est possible, les turbulences, etc. Donc il y a un ensemble de conditions qui objectivement rendent, le transport aérien de plus en plus sûr. Alors ensuite, il y a les concours de circonstances et les événements extérieurs qui font que malgré tous ces efforts, il peut arriver qu'on se trouve dans une circonstance dramatique et qui n'ont pas eu lieu en 2017. Mais globalement, il y a, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que des compagnies de pays qui n'accordaient pas beaucoup d'importance à la sécurité, là aussi il y a une amélioration assez forte parce qu'il y a une prise de conscience globale. L'Airbus 380, pourquoi? C'est parce que l'intérêt de l'Airbus 380, c'était d'avoir un coût au siège kilomètre inférieur, lorsqu'il a été conçu, inférieur aux autres avions concurrents. Aujourd'hui, le 787 et le 350 ont des coûts au siège kilomètre égal, voire inférieurs à ceux de l'Airbus 380. Donc une compagnie est moins incitée à prendre des risques de faire voler un avion qui n'est rentable que lorsqu'il est rempli, et il faut remplir 400, 500, voire 800 sièges suivant les configurations, par rapport à un avion plus petit. Et il n'a de vrai sens que sur des aéroports, où les slots sont restreints et où vous n'avez pas la possibilité de faire beaucoup de vols, ce qui effectivement explique l'attractivité moindre qu'il y a quelques années de l'Airbus 380. Alors pour ce qui concerne CDG, nous poussons beaucoup à la réalisation d'un nouveau terminal, le terminal 4, parce que la croissance de notre trafic, et je rappelle quand même que la base du plan stratégique Trust Together, c'était de permettre de retrouver une croissance chez Air France pour éviter de
perdre des parts de marché et retrouver une dynamique. Et cette croissance, en gros, ce qu'on a prévu sur les prochaines années, c'est une croissance de l'offre sur le long courrier qui se situe entre 3,8 et 4,5% sur les 4,5% sur les 3 prochaines années. C'est pas énorme, mais la moyenne des dernières années, c'était 0 ou 1%. Donc là, il y a une reprise de l'activité qui nous permet de créer une dynamique et aussi d'abaisser les coûts unitaires. Ça, c'est pas possible avec le terminal actuel, et donc on prend la construction d'un nouveau terminal sur l'emprise Aéroport de Paris. Je veux dire, CDG a l'espace, et ça a été prévu à l'origine, pour construire ce terminal. Donc nous, on n'est pas favorable à la création de notre aéroport et de disperser les aéroports en région parisienne, parce que à CDG, 45% de notre trafic, c'est-à-dire un passager sur 2, est en correspondance. En correspondance entre du long courrier, de l'Afrique vers les États-Unis, correspondance moyen courrier, long courrier, de l'Allemagne sur l'Amérique du Sud, etc., ou correspondance moyen courrier. Et donc, si nous éclatons ces flux-là, c'est toute l'efficacité du hub de Roissy qui est mise en cause, et c'est tout le modèle économique, le business model, excusez-moi, le modèle économique d'Air France, qui est le même que celui de KLM, qui fait la même chose à Amsterdam, Lufthansa à Francfort et IAG à Londres, qui est mis à mal et qui est mis en danger. Donc clairement, pour nous, c'est pas une solution qui soit favorable au développement d'un transporteur français fort à l'international, parce que ensuite, si ces correspondances, je veux dire, ça assure l'économie de ces lignes, et si vous les avez pas, vous n'arrivez pas à l'économie, donc vous réduisez les lignes, et donc vous avez, pour les gens qui vont de Paris à une destination, moins d'offres. Donc c'est pour nous vraiment très important de garder l'unité des opérations, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des liaisons directes à partir d'aéroports de province, on peut y revenir, ou des liaisons directes vers le long courrier ou vers le moyen courrier à partir d'autres aéroports que Roissy. Mais on a besoin d'avoir cette unité qui est le gage de l'efficacité du système de hub. Monsieur de Nicolai, vous avez posé la question de Ryanair. Ils ont annoncé qu'ils allaient créer des bases. Alors, ils sont très présents en France. Ils sont très présents à Beauvais, ils sont très présents à Toulouse et à Marseille. Simplement, ils n'ont pas d'équipage basé, puisque la justice française a jugé que le système d'avoir des équipages basés de Ryanair à Marseille, tout en payant les cotisations sociales en Irlande, ou entre nous, c'est 10% les cotisations patronales. Donc 10% en Irlande, 46% en France. Donc vous prenez 36% de différence de coût par rapport à un salaire de PNC, de pilote, vous voyez tout de suite que ça fait quand même pas mal d'argent. Bon. Donc alors là maintenant, ils ont l'air de vouloir revenir, je dirais, dans le droit chemin. On attend, mais si Ryanair respecte les lois sociales françaises, je veux dire, on est prêt à affronter la concurrence de Ryanair. Ce qu'on a mis en cause dans le passé, c'était de lutter contre concurrents qui ne respectaient pas les mêmes règles que nous. Vous avez parlé des recrutements de pilotes. Alors, effectivement, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est qu'une industrie à l'échelle mondiale, comme l'industrie aérienne, soit pas capable d'anticiper les besoins de formation de pilotes. Mais paraît-il que c'est impossible à prévoir. Donc, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on y arrivera un jour. Enfin, aujourd'hui, visiblement, on n'y arrive pas. Donc, pour ce qui concerne Air France, on n'a pas de souci de recrutement de pilotes. Je veux dire, ça, c'est l'avantage du fait d'avoir des conditions qui sont quand même relativement favorables. Et on recrute, alors, beaucoup de pilotes de Ryanair, mais on recrute aussi des pilotes de compagnie du Golfe qui n'apprécient pas forcément l'ambiance, je veux dire, qui y règne, etc. Donc, on n'a pas de souci de recrutement. La difficulté, puis ça explique les difficultés de Hop, c'est qu'on a un accord
qui a été signé il y a 4 ans, qui dit que lorsque on recrute 10 pilotes chez Air France, il y en a 3 qui viennent de chez Hop. Bon, ça fonctionnait quand il y avait recrutement de 30 pilotes d'Air France par an. Aujourd'hui, on en recrute 200. Et donc, on a des soucis, mais on recrute des pilotes de Hop qui passent chez Air France, et Hop n'a pas de soucis non plus pour recruter ces pilotes. Alors, c'est clair que dans un certain nombre de pays, je pense en Asie, ils ont un peu plus de difficultés. Mais effectivement, la situation est plus tendue qu'elle n'était il y a un certain temps. Vous n'avez pas eu de cinéma pour aller en Israël, effectivement. Alors, je vous signale que sur June, et c'est quelque chose qu'on pensera étendre, on a une application que vous pouvez décharger pendant le voyage sur votre écran personnel de tablette ou de comment on dit en français, smartphone, de téléphone. De téléphone portable. Non, je fais ça des efforts. Vous pouvez décharger des petits films, des séries, des émissions, écouter de la musique, etc. Donc c'est clair que les avions qui nous permettent d'aller économiquement en Israël sont des avions moyens courriers, et que les avions ils font pas que ça, ils font d'autres liaisons, et là-dessus c'est pas économique. D'abord ça pèse, et c'est des coûts qu'on peut pas affronter, mais on essaie de trouver d'autres solutions. Alors vous avez évoqué un autre point, mais j'ai tellement mal écrit que je suis pas capable. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Ensuite, Monsieur Chevrolier, vous avez posé la question sur Ryanair. Je pense que j'ai en partie répondu. Sur le nouveau plan, c'est en gros un plan à moyen terme qui va concerner à la fois Air France et KLM. Donc on va avoir un nom. Alors c'est compliqué d'avoir un nom qui soit à la fois compréhensible pour les Néerlandais et les Français. Donc il y a des risques ou des chances qui soient anglais. Sur le dialogue social, le dialogue social dans les compagnies aériennes est toujours quelque chose d'un peu, un peu compliqué, mais on n'est pas les seuls, et on peut regarder autour de nous. Aujourd'hui, il y a eu un accord avec les pilotes sur la création de June. Il y a eu un accord avec les PNC sur un accord collectif pour les prochaines années. Il y a effectivement toujours des sujets de friction, des sujets d'accord et de désaccord, mais en tout cas, il y a un dialogue qui est absolument constant. Et un des exemples, c'est que on a réuni l'ensemble des organisations syndicales la semaine dernière pour préparer ensemble les assises du transport aérien, et pour leur expliquer, ce que nous allions mettre en avant et échanger, les écouter. On ne sera pas d'accord sur ce qu'on va tous proposer, mais il y a la volonté de s'écouter, de dialoguer et de trouver des points communs pour avancer. Sur les nouveaux avions, alors effectivement, on est dans une phase de remplacement des vieux 777 par des 787 et des 350 sur le long courrier. Les 340, les 340, c'est les 340 qui sortent de la flotte là actuellement, les plus anciens, qui sont par ailleurs les moins économiques et les plus consommateurs de carburant, remplacés par des 787 et des 350. Pour ce qui concerne la flotte moyen courrier, on va faire un appel d'offres pour renouveler une partie de la flotte, à la fois de Hop, d'Air France, de KLM et de Transavia, auprès de l'ensemble des constructeurs que sont les constructeurs français, américains, canadiens et brésiliens, pour créer une saine émulation et pouvoir trouver les meilleures solutions au meilleur coût. Et donc ça on va sortir un cahier des charges là, premier trimestre, et avec une décision sans doute fin de l'année. Sur Notre-Dame-des-Landes.
Alors, j'étais à Nantes il y a 2 mois pour inaugurer une nouvelle agence commerciale. On réduit le nombre d'agences commerciales, on en avait une quarantaine, on en aura une dizaine, mais celles qu'on garde dans les principales villes, on souhaite qu'elles soient d'abord très, très visibles, très bien placées, et c'est un mélange d'utilisation des nouvelles technologies, du digital et du conseil avec une image assez positive, moderne et forte. Et donc, à cette occasion-là, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs nantais, entre la maire de Nantes, le président de la Chambre de commerce, etc. Et moi, j'aurais dit que la position d'Air France, c'était l'essentiel, c'est de décider vite, parce que la situation actuelle par rapport à nos passagers n'est pas tenable. Les conditions d'accueil des passagers dans l'aérogare de Nantes-Atlantique, puisque rien n'a été fait en termes de rénovation, de mise à niveau, ne sont pas acceptables. Donc là-dessus, la décision a été prise. Clairement, nous, dans notre vision à moyen terme, on saura vivre avec un aéroport de Nantes-Atlantique rénové, à condition qu'il soit rénové. C'est plus une question d'aérogare que de pistes, et on a une forte augmentation de notre trafic, puisque Air France ouvre des lignes. Quand j'étais, on venait d'ouvrir la ligne Nantes-Hambourg. Donc une ligne sur l'international est liée à Airbus, puisque Airbus a une présence assez forte à Nantes et une présence aussi assez forte à Hambourg. Et Nantes est la deuxième base de Transavia après Orly, avec 3 avions qui sont positionnés, et donc la volonté de continuer à investir sur Nantes. Monsieur Bignon, sur le fret, c'est une activité importante, je n'en ai pas parlé, qui a eu une grosse restructuration, puisqu'il y a quelques années, Air France KLM avait une vingtaine d'avions tout cargo, des 747, et aujourd'hui, il y en a 3,5. Alors ça, c'est parce qu'il y a eu une forte concurrence du maritime et qu'il n'y avait pas l'économie. En gros, le taux d'occupation des soutes des avions, c'est de 50% actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a de la place. Deuxièmement, c'est que la nouvelle génération d'avions comme les 777 sont des avions qui peuvent avoir un gros emport entre fret. Et plutôt que d'avoir des avions tout cargo, on préfère mettre du fret dans les avions de ligne, tout en gardant des tout cargo pour des liaisons spécifiques. Et depuis 6 mois, on a une amélioration de la situation du fret, avec une augmentation des volumes transportés et une amélioration des prix unitaires. Donc une situation du fret qui s'améliore. Sur le fait de regarder ce qui se passe pour les marins, bien sûr, c'est ce que nous regardons comme des idées pour essayer d'avoir des coûts de cotisation moins importants, avec quand même la différence qui est une différence sur le nombre concernés, et deuxièmement aussi sur les niveaux de rémunération qui font que les sommes en jeu ne sont pas du tout de même ordre. Mais bon, c'est une des pistes. Sur l'environnement, alors bien sûr, le facteur le plus important sur lequel on travaille, c'est la consommation de carburant et le rejet de CO2. Mais il y a tout un plan dans l'entreprise, et on a une directrice de l'environnement chez Air France qui travaille avec l'ensemble des services de la compagnie. On a la même chose chez KLM, qui travaille sur le bruit, qui travaille sur le recyclage. Alors c'est compliqué le recyclage parce qu'il y a les normes en particulier sur tout ce qui est nourriture à bord. On a des règles qui nous imposent en gros de ne pas recycler pour des questions sanitaires. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, et sur nos installations à terre, d'avoir des installations et sur les bâtiments et sur l'utilisation d'eau qui soit le plus respectueux de l'environnement. Donc là-dessus, je ne peux pas vous donner des éléments, mais on a dans notre rapport annuel des éléments très précis de ce qui a été effectué année après année. Après, il y a un dernier point, mais je n'arrive pas à lire non plus.
Ah oui, l'intelligence artificielle, effectivement. Alors là-dessus, ça a été une des surprises très positives en arrivant dans le groupe, c'était de constater que le groupe était en avance par rapport à nos concurrents sur tout ce qui était digital, avec d'une part l'utilisation des médias sociaux. Notre présence dans les médias sociaux est très forte. On est le principal partenaire de compagnie aérienne non chinoise, partenaire de WeChat, le grand réseau social chinois. Et on est, par exemple, aujourd'hui, c'est possible d'acheter un billet KLM sur WhatsApp, d'avoir sa carte d'enregistrement chez Air France et KLM sur Facebook, sur WhatsApp. C'est pas l'intelligence artificielle, mais ça fait partie de ces éléments-là. Donc là, on est très bon. Ça, c'était plutôt KLM qui était pionnier. Et puis, par ailleurs, j'ai découvert chez Air France l'existence d'une équipe de recherche-développement avec des tas de gens très brillants, style Matheux, Normal Sup, Polytechnique, etc., qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et en particulier, c'est cette équipe qui a développé le système de revenu management Karma, qui est le revenu management du groupe, qui est sans doute un des, sinon le meilleur outil de revenu management, qui a été totalement développé en interne et qui a travaillé sur des outils qui font totalement appel à l'intelligence artificielle. En particulier, on a un outil de maintenance prédictive développé par notre direction de la maintenance qui permet, à partir d'un certain nombre d'éléments envoyés par les avions, de déterminer, non pas qu'il faut remplacer telle pièce parce qu'il s'avère qu'elle ne fonctionne plus, mais qu'il va falloir la remplacer dans X heures parce que, etc., de vol. Voilà. Donc il y a vraiment un développement très important. Et je dois dire que dans ce secteur-là, de l'intelligence artificielle et du digital, ce n'est pas toujours le cas partout, mais le travail en équipe entre néerlandais et français est extrêmement efficace parce que une bonne collaboration entre des Français dont des ingénieurs et des mathématiciens en très bon niveau. Ça ne veut pas dire que les Néerlandais l'ont pas, mais vraiment les Français sont en avance, et des Néerlandais qui sont plus innovants. L'alliance des deux et les équipes mixtes franco-néerlandaises dans ce domaine du digital et de l'intelligence artificielle donnent des résultats extrêmement positifs. Monsieur Mandoli, vous avez parlé des marins sur le Mandeli, pardon. Excusez-moi. Sur l'annonce du Premier ministre. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, on a un certain nombre de liaisons à partir de Nantes vers des villes étrangères. Je n'ai plus le nombre, mais je sais qu'il y a d'autres villes allemandes et c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure. Alors le TGV, ça dépend si le TGV va à Montparnasse ou s'il va à Roissy. Clairement, un TGV qui va à Montparnasse, clairement, ça affaiblit les liaisons aériennes. Et là, j'en profite pour répondre à Madame Cartron. Sur Bordeaux, on a aujourd'hui une baisse du trafic de 30%. Et effectivement, vous avez raison, on avait 14 vols par jour sur Orly et 6 vols par jour sur CDG. Les vols sur CDG ne sont pas affectés par le TGV parce que c'est des gens qui partent en correspondance. Par contre, on est passé à 10 vols par jour. Et si la baisse de trafic continue, c'est clair qu'on n'aura pas la capacité de maintenir ces 10 vols par jour. Les exemples sont clairs. Sur Strasbourg-Paris, on avait 16 vols, 12 sur Orly, 4 sur CDG. Aujourd'hui, on n'en a plus. Sur Marseille, on avait 35 vols par jour sur Orly, on en a 14 aujourd'hui. Donc clairement, une réponse est claire. Par contre, si le TGV va à Roissy, et on a un exemple, c'est pas le TGV, mais c'est Thalys, on a un assez important trafic entre Bruxelles et Roissy, ce qui fait tout juste 1 heure de TGV, qui permet d'avoir des passagers qui partent de Bruxelles pour prendre les vols long courriers à Roissy. Donc là-dessus, clairement,
la réponse dépend de à quoi sert le TGV. Mais en tout cas, nous, on a déjà des vols vers l'étranger et on essaiera de les développer. Alors la vision à long terme, Monsieur Jacquin, c'est par définition très compliquée. Sur le transport aérien, elle est liée à deux choses, comme pour beaucoup de secteurs, c'est la demande et l'offre. Alors la demande, clairement, on a à travers le monde un ensemble de pays sur lequel il va y avoir une envie, un besoin de voyager qui n'existe pas aujourd'hui pour des raisons économiques. Si vous prenez la Chine, l'Inde et le Brésil, parce que hier on était avec des représentants des compagnies de ces trois pays, ils voient très fortement une augmentation impressionnante des voyageurs domestiques, d'abord dans leur zone géographique et ensuite vers le long courrier. Et clairement, tous les habitants du monde à un certain niveau, un jour ou l'autre, envie de venir en Europe et de venir à Paris. Donc clairement, il y aura une augmentation de la demande, ça c'est clair. Ensuite, sur l'augmentation de l'offre, là c'est le rôle des constructeurs. Donc il y a aujourd'hui un travail qui est mené par un certain nombre de constructeurs. Alors, les classiques, Boeing, Airbus, qui travaillent sur des avions petit à petit électriques ou avec des modes de consommation qui soient plus neutres en termes d'environnement que les modes actuels. Le temps que ça prendra, on est sur sans doute une dizaine d'années, pas plusieurs, mais sans doute une dizaine d'années, que ça commencera par l'hybride, par les plus petits avions, pour aller ensuite pour les plus grands avions. Aujourd'hui, avec les batteries électriques telles qu'elles existent, vous prendriez un 787 ou un 350, il faudrait remplir l'avion de batteries électriques pour arriver à le faire décoller. Donc ça veut dire 100 passagers, mais donc pas grand intérêt. Donc aujourd'hui, l'état de la technologie ne permet pas. Mais clairement, je pense que là-dessus, on viendra. Le deuxième élément, c'est les avions, le retour des avions supersoniques avec ce qu'on a vu dans la presse, en particulier Elon Musk avec son projet d'avion supersonique, les modes de transport, je veux dire par tube, l'hyperloop, etc. Bon, clairement, les drones sur les petites distances sans téléguidés. Donc on est à l'aube de bouleversements assez considérables, alors qui ne vont pas affecter la totalité du transport, mais qui, aux marges, sur des petites distances, sur les drones, sur des avions supersoniques, sur des avions électriques, vont à terme bouleverser. Alors je ne sais pas quel est votre horizon, mais si c'est un horizon de 20 ans ou de 25 ans, effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Et que si on utilise et on combine tous ces éléments, ça sera assez considérable. Madame Tocqueville, sur la sécurité, alors clairement, ça, c'est de la responsabilité des autorités étatiques d'assurer la sécurité des aéroports et autour des avions. Ça passe par l'existence de forces de police autour des grands aéroports. Ça passe aussi par le contrôle de l'ensemble des agents des aéroports et des compagnies aériennes qui ont accès aux avions. Les agents qui ont accès à la piste sont contrôlés par les services de l'État, de la gendarmerie, et donc leur CV vérifié. Là où nous donc là-dessus on vit. Alors effectivement, on a le 11 septembre 2001 a montré qu'il y avait jusqu'à présent il y avait des prises d'otages, mais si je puis ose dire classique, où je veux dire, le preneur d'otages essayait d'obtenir quelque chose. En septembre a montré que les kamikazes et les attaques suicides, personne n'avait pensé. Et donc là, les mesures de sécurité à l'intérieur des avions, maintenant les cockpits sont fermés, etc., permettent sans doute d'éviter ça. Après, le risque s'est déplacé dans les aéroports, l'attentat de Bruxelles, et donc là, c'est clairement les autorités qui prennent des mesures. Là où on
on intervient, c'est sur un certain nombre d'aéroports étrangers, dans certaines zones compliquées, pour lesquelles, alors c'est pas toujours facile à gérer parce que les autorités locales peuvent être sensibles, mais lorsqu'on estime que la sécurité apportée par les autorités locales n'est pas suffisante, nous investissons en utilisant des forces privées de sécurité qui rajoutent un contrôle que nous maîtrisons au contrôle effectué par les autorités locales. Monsieur Bigot, je pense que j'ai répondu au troisième aéroport, enfin la question sur le troisième aéroport. Madame Préville, je comprends. Au nom de Hop, je vous présente nos excuses. Hop est dans une situation, je veux dire, compliquée parce que plusieurs facteurs s'ajoutent et qui expliquent les irrégularités. J'ai parlé des pilotes. Effectivement, on a eu à gérer un départ de pilotes. Alors, on a réussi à restreindre le nombre, mais vers Air France qui a rendu difficile l'organisation des plannings. Par ailleurs, Hop est là, comme vous savez, la fusion de trois compagnies, disparates, avec des flottes d'avions différentes. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs des pilotes qui sont certifiés sur un avion, pas sur l'autre, ce qui rend la gestion des pilotes compliquée, avec un système d'organisation des vols qui fait que les avions sont généralement positionnés sur les aéroports de province de façon à faire les premiers vols à Paris-Tôt, mais ça veut dire que généralement la maintenance, vous la faites sur votre base la nuit. Bon, et là, il n'y a pas une base de Hop. Air France, les avions, ils reviennent plutôt, pas tous, mais plus souvent à Orly, à Roissy. Donc la nuit, il y a les équipes de maintenance qui travaillent. Là-dessus, chez Hop, c'est très compliqué. En plus, on a des avions, certains qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. On a un type d'avion en particulier qui est plus ancien, pour lequel le constructeur n'avait pas mis toutes les capacités nécessaires à assurer le suivi opérationnel de ces avions. Et donc là, il y a un plan industriel mis en place par la direction générale de Hop pour travailler avec le constructeur, pour le forcer à mettre un peu plus de moyens. Nous, on positionne des équipes volantes plus nombreuses qui permettent d'aller résoudre les difficultés. Donc il y a tout un plan industriel qui est mis en œuvre pour améliorer l'efficacité opérationnelle des avions et éviter de se retrouver dans cette situation qui est, je le concède, tout à fait anormale. Par contre, lorsque l'avion ne vole pas ou lorsqu'il est en retard et que ce n'est pas dû à des phénomènes météo qui ne sont pas le fait de la compagnie, vous avez droit, selon les règles européennes, à une compensation sur le prix du billet. Alors, je regrette que ça ne soit pas dit plus clairement aux passagers, mais ça fait partie des droits des passagers. Sur le TGV Bordeaux, voilà, j'ai répondu. Et Monsieur le Président, sur Joon. Alors, clairement, la décision de créer Joon a été une décision économique pour avoir une structure de coûts qui nous permet de lutter plus efficacement contre nos concurrents. Alors, on avait une possibilité, c'était de faire une Air France blanc, une Air France bleue, une Air France rouge et de faire un peu une Air France bis. Et on a choisi de procéder différemment, d'abord pour des raisons sociales, c'était plus simple, et deuxièmement, on a étudié des études auprès des clients qui montraient que parmi la population, je veux dire, des jeunes adultes, disons, l'image d'Air France n'avait pas une image assez positive par rapport à ce qu'elle est sur le reste de la population. Et donc, on a considéré qu'on avait à changer un peu cette image. Et donc, Joon a cette vocation d'avoir une structure de coût inférieure. Deuxièmement,
d'avoir une image qui corresponde plus à la façon de vivre de ces jeunes générations. Et troisièmement, de servir un peu de test de laboratoire sur des nouvelles idées de services, des nouvelles idées de prix, de marketing, etc. Et donc, par exemple, ce qu'on disait sur l'application qui vous permet d'avoir des programmes pendant que vous volez, c'est une de ces idées d'ailleurs qui est extrêmement appréciée par nos passagers, mais aussi sur les liaisons européennes. On ne donne plus de repas ou de sandwich gratuits à nos passagers. C'est une proposition de repas payants et on innove en matière de prix. On fait des tarifs aller et des tarifs retour, alors que auparavant c'était plus plus aller-retour avec des conditions, etc. Donc c'est ces trois objectifs: économique, image et laboratoire d'innovation, mais ça n'interdit pas à ceux qui ont plus de 35 ans de voler sur Joon, et ils trouveront un accueil qui correspond avec un personnel efficace et très accueillant. Ils trouveront ce qu'ils attendent de voyager aérien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, du temps que vous nous avez accordé, puis surtout des réponses précises et complètes que vous avez apportées à nos collègues qui avaient, vous l'avez vu, beaucoup de questions à vous poser. Merci encore. Merci.